passer le micro à notre associé Patrice Fiot-Coster, qui va nous parler de l'importance, mais de quoi donc? Du hasard. Du hasard. Je vous avais parlé dans les chroniques, pour tous ceux qui suivent, de plein de trucs, et notamment de la chance et du paradoxe. Parce que c'est sympa, la chance et le paradoxe, ça permet beaucoup de choses. J'avais pris plein de bouquins cet été, j'en ai lu, aucun ne convenait. Et puis au final, je suis tombé sur un bouquin tout petit, de ces bouquins qu'on lit quand il fait trop chaud et qu'on n'a pas la tête à des trucs sérieux. Et ça m'a amené à vous parler du hasard, parce qu'il y a des trucs fabuleux. C'est pour moi une lecture inattendue, c'est pas un grand bouquin, mais c'est un bouquin fait de plein de petites histoires qui rappellent... Alors est-ce que ça marche? Écrit par Pierre-Yves Danzé, voilà, et qui rappelle 3 choses qu'on oublie et pourtant dont vous êtes probablement convaincus, ou en tout cas que vous ressentez. Tout d'abord, une foule de petits riens aboutissent à beaucoup. C'est vrai en histoire aussi. Il y a des circonstances qui font qu'une chose anodine devient essentielle. Non seulement ces petits riens aboutissent à beaucoup, mais en fait, le hasard agit énormément. Il déclenche beaucoup de choses. Et il a un rôle aussi important, plus important, certains disent, d'autres moins, il y a débat, mais un rôle parfois plus fort que les grands hommes qu'on tend à mettre sur un piédestal et qui sont parfois là un peu par hasard. Tellement par hasard qu'en fait, on en arrive en lisant le bouquin à réaliser que certains de ces grands hommes, vraiment, c'est le résultat de hasards improbables. Et le bouquin démarre par cette phrase que j'ai trouvée amusante, parce qu'elle elle peut faire écho avec vos vies. C'est un philosophe que je ne connaissais pas, je vous rassure, qui dit « Est hasard le produit de la rencontre de faits rationnellement indépendants ». Alors, certains appelleraient ça la providence, d'autres, regardant Jung, parleraient de synchronicité. Ce philosophe-là reste sur une définition assez rationnelle, assez basique, des faits qui, quand ils se rencontrent, provoquent quelque chose. Et ça s'illustre très très bien avec une histoire que vous connaissez tous, l'histoire de Guillaume le Conquérant, qui au départ était pas conquérant, juste bâtard, qui fait son chemin, qui devient le duc de Normandie. Qui devient le duc de Normandie, je reprends mes notes parce qu'il y a des noms que je ne connaissais pas, qui devient duc de Normandie, qui est extrêmement habile et qui du coup se fait adouber, promettre la couronne d'Angleterre par Édouard le Confesseur. Édouard le Confesseur n'a pas d'enfant et promet à Guillaume d'en faire son successeur. Édouard a promis beaucoup de choses à beaucoup de gens, en tout cas Guillaume se dit, est reconnu comme promu par Édouard. De façon assez habile, Guillaume extorque, arrache, obtient, vous l'appellerez comme vous voulez, une allégeance du principal comte du royaume. Et c'est là où j'ai besoin du nom, le fameux Harold. Harold, qui s'appelle d'abord Harold Godwinson, il est comte de Wessex. Comte de Wessex, c'est le 2e homme du royaume d'Angleterre. Il a à peu de choses près un tiers du territoire sous son contrôle direct. C'est l'homme fort derrière Édouard le Confesseur. Et Guillaume, très opportunément, obtient l'allégeance de Harold, qui lui promet de l'appuyer dans son accession au trône. À la mort d'Édouard, Harold dit « Édouard vient de changer d'avis, il a dit que c'était moi, donc c'est moi ». Et autour de lui, tout le monde dit « donc c'est toi ». Et donc il est sacré et il est proclamé roi. Ça lui va pas bien, Guillaume, ça l'agace. Ça l'agace, ça le gêne, et vu que c'est un politique qui est entier, il se décide à envahir l'Angleterre. Alors en fait, l'histoire est un peu plus compliquée, ils sont 2 à vouloir envahir l'Angleterre. Il y a Guillaume et il y a Harald. Harald, c'est le roi du Danemark ou roi de Norvège, je ne sais jamais, peu importe. Je n'ai pas noté. Lui aussi, il considère que le trône est le sien, puisque le père de Édouard le Confesseur avait un fils qui, etc., avait promis. Donc Harald est sur les rangs. Guillaume
mobilise des troupes importantes, dans des quantités surprenantes pour l'époque. Et c'est toujours des choses compliquées. C'est des armées d'ost. C'est-à-dire que le suzerain appelle une armée pour une durée donnée. Et au bout de la durée, les gens rentrent chez eux. Pas de bol. Il réunit son armée, une vraie flotte, un truc superbe, à Varaville. Alors Varaville, vous l'avez, c'est ici. C'est assez loin de l'Angleterre. Et les vents sont contraires. Mais vraiment contraires. C'est-à-dire que pas de possibilité de sortir du port et d'aller vers l'Angleterre. Et donc il se retrouve pendant des mois, tanké, avec des troupes indisciplinées, dont l'unité n'est pas parfaite. On est sur des troupes où chaque vassal arrive avec ses soldats, des formes d'autonomie, pas d'unité. Il y a une promesse de gain énorme. Nous allons prendre l'Angleterre, vous serez tous ducs, comtes, vous aurez des terres, tout va bien, soyez motivés. Le fait est que ça prend du temps. Résultat, les gens se démotivent. Guillaume, pas bête, fait tout pour entretenir leur morale. Donc il les fait descendre des bateaux, s'entraîner, et petit à petit se constitue une armée qui commence à avoir la tête d'une armée. Mais le vent ne tourne toujours pas. Et c'est vraiment une cata. Du coup, il patiente. Il patiente. Et le 12 septembre, bonne nouvelle, le vent tourne. Alors, il ne tourne pas vers l'Angleterre. Il tourne pour aller vers l'Est. L'action que peut faire Guillaume est assez limitée. C'est prendre les bateaux et aller vers l'Est. Et il décide de lever l'ancre et va jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme, ici. Il le fait contraint. Il le fait parce que le hasard veut que les vents soient contre lui. Ce faisant, non seulement il a constitué une armée solide, il a créé une unité dans l'armée, mais ce faisant, il arrive à un endroit où il y a quand même beaucoup moins de distance à parcourir pour aller jusqu'en Angleterre. Et en face de lui, naturellement, il y a Harold. Donc Harold attend, ses troupes sont prêtes face à la mer. Entre-temps, il y a le fameux... Alors attendez, est-ce que Harald va arriver ? Entre-temps, il y a Harald qui débarque. De Norvège, donc c'est bien Norvège. Il était peut-être et du Danemark, parce que les principautés étaient compliquées à l'époque. Le 20 septembre, il débarque au nord de l'Angleterre. Il débarque, ce qui met Harold dans une position infernale. Harold, dans 5 jours, se trouve contraint... Est-ce que ça marche, le rouge ? Non, ça ne marche pas. Il se trouve contraint de déplacer ses troupes d'ici à là-haut. En 5 jours, il monte. Donc c'est marche forcée, une partie des troupes uniquement. Et il fait ça tellement vite que Harald ne s'attend pas à trouver des opposants. Et donc Harold, par un effet de surprise, vainc Harald. Guillaume est bien informé. Le vent se met à tourner et il décide le 28. Donc vous voyez, il débarque le 20, le 25 Harold l'emporte sur Harald, lui l'apprend et le 28 prend les voiles, traverse, se pose à Hastings. Par contre, il est tellement pas sûr de son coup qu'il reste à Hastings. Il s'assied, il fortifie un petit peu, il garde ses bateaux juste derrière lui, au cas où. Il a agi en décidant de partir, il a agi en décidant de rester sur le bord de la mer. Et là, c'est la panique d'Harold, qui descend lui aussi à nouveau en quelques jours. Donc je vous laisse imaginer, il a une armée qui fait la moitié de l'Angleterre en 5 jours. Un combat, il l'emporte. Et là, à ce moment-là, il apprend que l'autre est dans son dos, celui qu'il a attendu. Il redescend. Quand Harold arrive avec ses troupes, en fait, il affronte Guillaume qui a fortifié son camp. J'ai même oublié, j'avais des petits textes. Voilà, le 28, il embarque, retour en catastrophe. Le 14, victoire de Guillaume. Qu'est-ce qui se passe ? Guillaume a-t-il gagné parce qu'il est bon, parce qu'il est prescient, parce qu'il est un super-héros, parce qu'il est ou est-ce qu'il a juste eu un fabuleux coup du hasard ? Une météo qui était contre lui qui a basculé, un concurrent qui a débarqué avant lui alors qu'il devait débarquer après, un opposant qui a été obligé de combattre 2 ennemis dans une séquence qui n'était pas prévue. On peut dire que c'est du hasard.
Quand je vous dis tout ça, ceux d'entre vous qui nous connaissent bien se disent « Ah, on nous l'a déjà fait, cette histoire ». C'est une partie des choses que partage Taleb dans le premier de ses livres, Le hasard sauvage. C'est un gros bouquin, il y a plein de choses dedans. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez le lire ou écoutez une chronique où Jean-Christophe vous en parle, ça vous fera le digest. Dans les choses que je retiendrai du hasard sauvage, il y a 3 trucs. Nous sous-estimons systématiquement la place du hasard, tout le temps. Le deuxième point important, c'est que nous surestimons les causalités. Un chat passe dans la rue, il fait beau. Quand un chat passe dans la rue, il fait beau. Et c'est 2 choses qui sont assez terribles. C'est que ça peut empêtrer notre action. Ça peut nuire au discernement, à la cohérence de l'action qu'on veut développer. Il y a un 3e truc dans le hasard sauvage qui est dit, et c'est vraiment important. Nous adorons les histoires. Alors vous voyez bien que c'est probablement les 2 éléments du dessus qui se dessinent dans le 3e. Nous adorons tellement les histoires que nous y croyons. Pire, que nous les formalisons ex post. Ça s'appelle narrative fallacy en anglais. C'est cette illusion a posteriori qu'en fait l'histoire, c'est l'histoire. Tel grand homme devait sauver qui l'Angleterre, qui l'Allemagne, qui la France. Alors qu'en fait, peut-être pas. Peut-être qu'il n'aurait pas été là le jour J. Il ne se serait pas passé les mêmes choses. C'est tout le système des uchronies, pour ceux qui aiment bien la littérature, pas tout à fait SF, mais qu'est-ce qu'il se serait passé si à un moment donné, un élément avait été différent? Le petit bouquin ne raconte pas des uchronies, il raconte le moment où, en apparence, un élément anodin entraîne quelque chose d'important. Et tout ça, c'est une ressource. C'est une ressource qui est bien ou mal exploitée. Il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup, il n'est pas ici, il a déjà utilisé l'histoire, vous l'avez peut-être entendu, ou de lui ou de gens qui l'ont reprise en le citant. Alors, il y a une personne ici qui le connaît, qui le connaît indirectement. Quand je lui ai dit bonjour, je lui ai parlé de son oncle, par alliance, c'est l'oncle par alliance. Arnaud de la Fouchardière, il a monté une boîte qui s'appelle Vitier Rover, qui fait du contrôle de l'enherbement avec des robots autonomes. Il disait que, de façon assez amusante lors d'une intervention, qu'au fond, il y a 2 profils face au hasard. Il y a les héros au sens grec du terme. C'est ces gens qui sont révélés par les circonstances. Une circonstance fait le héros. Mais à côté de ça, il y a une autre catégorie, c'est les audacieux. Je pense que chez Melsion, on n'est pas loin de dire que les audacieux, c'est des entrepreneurs. Les audacieux, je reprends ces mots, c'est ceux qui décident d'avancer, ceux qui ne se font aucune illusion sur la difficulté, sur ce qu'il y a devant, sur les obstacles, y compris sur ceux qu'ils ne voient pas. C'est des gens qui ont la certitude que le chemin n'est pas simple, mais qu'en chemin, ils vont trouver des ressources. Voilà. Peut-être que face au hasard, il y a 2 attitudes. Or, celle de ne rien faire et de considérer qu'on est hors l'histoire, que ça se passe indépendamment de nous, qu'on ne peut pas agir. Peut-être qu'il y a des voies d'action parce que le hasard nous livre des choses et qu'il faut en profiter. Et naturellement, quand je vous dis ça, ça dessine la conclusion. On rejoint accessoirement un truc qu'on aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'effectuation. L'effectuation, c'est une logique d'action des entrepreneurs. Et au fond, elle insiste sur le fait que le hasard, ça n'est pas quelque chose dont on ne peut rien faire, c'est quelque chose qu'il faut accueillir afin d'en faire quelque chose. Donc, soyez des audacieux, à l'image de ce que disait Arnaud. Soyez des audacieux, et vous avez 3 pistes pour être des audacieux. La première, c'est accueillir les surprises. Oui, le hasard arrive. Oui, ce que vous n'aviez pas prévu va arriver. Oui, des choses apparemment sans lien surviennent. Ça s'appelle le principe de la limonade dans l'effectuation. Accueillez les surprises. Le deuxième élément, c'est faites avec. Faites avec. On vous dit souvent en effectuation, partez de vos ressources. Partez des moyens que vous avez. Les surprises, ça fait partie de vos moyens. Vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en faire quelque chose. Et le troisième point qui est important, passez à l'action. Vous voyez bien que Guillaume, à chaque fois, a posé des actes. Il a posé un premier acte en décidant
de tenir ses troupes et en les faisant durer. Il décide de poser un deuxième acte en allant dans la direction qui n'est pas la bonne. Il décide de traverser la Manche et de ne pas aller à la rencontre de son ennemi. Il a posé 3 actes, en fait beaucoup plus que ça, mais il a posé une série d'actes face au hasard qui lui ont permis de tirer profit du hasard. Passez à l'action, agissez. Il y a des espaces de contrôle dans le hasard, dans l'incertitude. Ça s'appelle le pilote dans l'avion, quand on parle d'effectuation. Soyez les auteurs du changement que vous voulez provoquer. C'est un élément essentiel, ça aide à avancer au quotidien. Voilà. Une question. Ah, un envoi de cube. Un envoi de cube. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre hasard et temps? Parce que dans l'histoire que tu décris, ce qui me marque, c'est que Guillaume prend le temps, à chaque fois, prend le temps de transformer le hasard en opportunité. C'est-à-dire que ça ne se fait pas immédiatement. Il prend le temps de former une armée qui n'en était pas une. Il prend le temps de consolider son fort à Hastings. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension du temps que nous, entrepreneurs, généralement, parfois on néglige, on veut aller trop vite, on se précipite. Et c'est pas ce qu'a fait Guillaume. Je pense que vous le faites déjà tous. Peut-être que vous allez trop vite parfois ou pas assez à d'autres. Mais je pense que vous savez que le temps, c'est une ressource. Vous savez que ne pas faire, c'est autant une action que faire. La question, ça va faire la transition pour après. La question, c'est quel discernement pour votre action? Je vous ai déjà embêté avec un système de Kahneman. Est-ce que vous agissez par réflexe ou est-ce que vous agissez en réfléchissant? Si c'est par réflexe, j'espère que vos réflexes sont éduqués. J'espère que votre intuition s'exerce dans un terrain connu pour vous. Ça s'appelle vraiment de l'intuition. Si c'est faire n'importe quoi, parce que c'est la première idée qui me passe par la tête, oui, c'est un sujet. Ta question est une vraie question. Le temps et l'espace sont des ressources. Comment ma prise de décision intègre le temps et l'espace? Et effectivement, comment, de temps en temps, je décide d'attendre pour agir? C'est une bonne question à discerner.